Donc bonjour, je m'appelle Christophe de Dinchin, je suis le président de la société Taodine. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une application du langage utilisée par la société Taodine qui s'appelle XLR, pour Extensible Language and Runtime, une application à l'Internet des objets. Alors l'idée, c'est de faire des objets qui soient plus intelligents et plus ouverts. Alors aujourd'hui, on a tous chaud. Donc je vais me focaliser aujourd'hui sur la température, la mesure de la température. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une bonne façon de mesurer la température pour un appareil connecté? Bon, bah déjà, j'ai envie que ça soit, je vais prendre à l'envers, facile à utiliser, que l'application puisse faire ce qu'elle veut avec l'API, que ça ne consomme pas trop, et pour que ça ne consomme pas trop, il faut qu'il y ait assez peu de trafic sur le réseau. Alors, on a des API de très bas niveau, ça peut être un truc genre getTemp en C ou en C++. Ça, l'inconvénient, évidemment, c'est que je ne peux pas les appeler à distance, il faut que je recompile si je veux pouvoir l'utiliser, etc. Donc, ce n'est pas idéal. Je peux aussi faire du polling avec une API de type REST ou autre. Donc ça, il y a beaucoup de réseaux, beaucoup de trafic sur le réseau. Ou bien, je peux avoir une espèce de super machin hyper configurable avec toutes les options et toutes les variantes possibles et imaginables. Donc là, j'essaie d'imaginer à quoi pourrait ressembler une API dans laquelle je veux pouvoir mesurer à la fois le min, le max, les moyennes, faire le polling à l'intervalle que je veux, etc. Bon, résultat, ça fait une API où la documentation est plus grosse que le code. Donc c'est pas génial. Et c'est ce problème-là que j'ai voulu essayer de régler. Alors, pour ça, je suis parti des travaux qu'on a déjà fait sur XLR, donc en tant que langage de programmation. Et c'est un langage de programmation où le but, c'était d'enlever le plus possible. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous pouvez imaginer, vous pouvez comprendre XL un petit peu comme une espèce de Lisp, mais lisible. C'est un Lisp au sens où c'est très homo-iconique. La différence avec Lisp, c'est que là où Lisp a en gros juste des listes et des atomes, nous on a les mêmes atomes, entiers, réels, etc. Mais par contre, on a des nœuds en plus qui servent à structurer le programme. Et donc, je peux parser à peu près n'importe quoi d'une façon qui a l'air lisible. Et ce que vous voyez là, en fait, il y a une représentation interne tout à fait précise. Je sais exactement quelle est la structure de données interne qui va correspondre à ça, et donc je vais être capable de faire du travail dessus. Alors, un travail qu'on peut faire, c'est le travail qui est fait ici. C'est un exemple donc, dans le langage Tao 3D qui est accessoirement utilisé pour faire la présentation que vous voyez, où je vais pouvoir traiter une liste en itérant sur les éléments et en découpant en fait ma liste en morceaux. Bon. Alors le résultat, j'ai dit au début que c'est un langage où on essaie d'enlever le plus de choses possible. Au final, il reste qu'un seul opérateur. L'opérateur flèche, qui dit en gros, je transforme ce qui est à gauche en ce qui est à droite. Donc je peux m'en servir pour définir ce que c'est qu'une variable, ce que c'est qu'une fonction, c'est le deuxième exemple, successor. Ce que c'est qu'un opérateur, vous voyez ici comment est-ce qu'on peut définir une factorielle dans ce langage. On peut faire des macros, et donc par exemple, voilà comment est-ce qu'on définit if then else dans ce langage. Et puis, on peut faire des connexions avec des trucs de bas niveau, et ça va nous servir aussi pour ce qui arrive. Je passe rapidement sur le type system. Pour ceux qui aiment un petit peu la technique, la version qui est utilisée donc, dans l'outil de présentation ici utilise LLVM pour faire de la génération de code dynamique. Et justement, pour le Internet of Things, une des choses, ça a été de se débarrasser de ça. Alors, XL, en fait, a été conçu en partant d'une idée simple, c'est que programmer, c'est transformer des idées qui sont dans notre tête en code qui vit dans la machine. Alors, ça a l'air très très simple comme ça, mais en fait, le problème, c'est qu'on part toujours avec une idée grandiose, super bagnole en 3D avec tous les détails et tous les machins, et le code, au final, il ressemble à ça. Et c'est problématique parce qu'en réalité, on s'en rend même pas compte. On continue à appeler le machin de droite une voiture. Ah, il n'y a pas de portière. Oui, non, mais c'est comme une voiture. Hein, combien d'entre vous ont écrit dans leur code window? Bon, et puis qu'est-ce que ça veut dire window? Ou process, ou etc. C'est des réductions de concepts. Alors, dans le cas d'une API de température, pour revenir au sujet qui nous intéresse, je vais essayer de faire quelque chose qui soit, comme la Mandelbrot qui est ici, quelque chose de très très riche, mais de très très simple. Et donc, en gros, le problème que je me pose, c'est comment est-ce que je peux faire un capteur de température qui soit Turing complet? C'est-à-dire que je puisse faire en sorte de tout lui demander. Donc, vous vous rappelez les objectifs que j'avais fixés au départ. Ben voilà les constructions que je vais rajouter dans le langage. Première construction, c'est un fire and forget.
Et toutes ces constructions consistent en fait à échanger des bouts de programme. Et c'est là où le côté homo-iconique du début est important. Comme le programme, c'est des données, je peux l'envoyer par un tuyau. Donc le premier, c'est tel qui dit « j'envoie une commande de l'autre côté, un bout de programme qui va s'exécuter sur l'autre device, puis j'oublie. Je me fiche de ce qui se passe. » Le deuxième, c'est ask. Donc ça ask, c'est synchrone. Ça veut dire j'envoie un bout de programme de l'autre côté et j'attends la réponse, qui peut être elle-même une expression XL, et je vais recevoir la réponse et je vais pouvoir faire un traitement avec. Et la troisième variante, qui est un tout petit peu plus compliquée, c'est quand je veux établir un service, un dialogue persistant, et donc je l'ai appelé invoke. Donc j'envoie du code sur de l'autre côté, mais vous voyez que ce code peut faire un reply, et reply, en fait, il peut le faire autant de fois qu'il veut, ça va exécuter quelque chose chez moi. Et il n'y a que lui qui peut exécuter puisque je suis en dialogue avec le device. Alors il existe un autre mot qui s'appelle listen qui me permet de faire un serveur, mais ça, on le verra tout à l'heure. Donc ces systèmes de composition sont importants parce que toutes les constructions, en fait, les progrès qu'on a fait dans le développement informatique, ça a été de rajouter des structures de contrôle de plus en plus sophistiquées, mais aussi de plus en plus simples. Et XL, en fait, au départ, c'était un petit peu cette idée-là, c'est que la loi de Moore, qui est imposée par le hardware, elle s'applique aussi au logiciel. On a un logiciel qui devient de plus en plus complexe, mais notre cerveau, lui, il ne devient pas de plus en plus complexe. Donc on est largué. Au départ, on est au-dessus de la courbe, on vient d'inventer Java, on vient d'inventer, je ne sais pas quoi, le nouveau langage qui va bien. On est au-dessus de la courbe, donc deux gars dans un garage peuvent faire des millions de dollars à vendre des idées assez simples. Et puis le temps passe, notre cerveau, lui, il croit pas, on passe en dessous de la courbe. Parce que nous, on reste à l'horizontale alors que le matériel continue à grimper. Et donc là, on est complètement dépassé. Et donc, en permanence, dans une grande entreprise, on est toujours en dessous de la courbe. Parce que les grosses entreprises ont toujours des trucs qui sont un peu en retard. Et donc l'idée de XL, c'était de faire un langage qui évolue avec vous, d'où le côté homo-iconique, je peux travailler dessus, etc. Et donc, je suis toujours au-dessus de la courbe. Et pour ça, il faut que je puisse composer, il faut que je puisse créer des choses avec. Alors, on va vérifier en pratique comment est-ce qu'on atteint ces objectifs. Donc on a ici, sur la gauche, enfin sur votre droite, vous voyez deux Raspberry Pi. Donc il y en a un de la première génération et un peu plus récent. Et voilà leur charge de travail actuelle. Donc vous avez en fait à gauche celui qui s'appelle Pi1, qui est donc un monoprocesseur avec 256 mégas de mémoire, et le plus puissant à droite, qui s'appelle Pi2. Et donc, je vais leur envoyer un petit peu de travail. Donc, on va commencer par regarder... Ah ah. Quelqu'un pourrait-il me tenir le micro? Je taperai plus vite. Il me reste combien de temps? D'accord, c'est très bien. Voilà. Donc, premier test très simple. Vous voyez le programme qui est là. Donc, j'utilise tel et je vais envoyer le programme Write on Hello World au Raspberry qui s'appelle pi2.local. Donc, c'est une adresse internet toute bête. Hein. Je peux mettre un numéro de port derrière. Et donc, ici, pour que ça marche, je vais le relancer ici. Je mets un serveur. Donc, je lance XLR en mode -L, L pour listen, et ça dit, bon, bah, tu es en mode serveur, et tu écoutes ce que je vais t'envoyer. Et ici, côté client, je fais XLR de demo1.write, et oh magie, de l'autre côté, il a réagi. Bon, parce que là, c'est pas très, très impressionnant. Alors, on va regarder la démo numéro 2. Donc là, je vais lui envoyer, en fait, un flood. Je vais répéter la même commande plein de fois. Et on va voir comment il gère. Donc, normalement, c'est là que ça plante. Alors, vous voyez, j'ai envoyé 100 requêtes. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'un Raspberry Pi avec 100 requêtes simultanées a vu comme charge. Je ne sais pas si vous avez vu le gros pic de charge. Je recommence. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai 100 requêtes simultanées et on voit rien. Alors, en fait, le but de montrer ça, on ne voit rien ni en mémoire, ni en processeur, ni quoi que ce soit. Ah bah si, on le voit, mais il est à gauche en fait. J'envoie celui de gauche. Voilà, mais vous voyez que le pic, il est très très court en fait. Et sur le Raspberry 2, on voit un petit pic qui fait rien du tout. Donc le but de ça, c'est de montrer que c'est un outil qui est tout petit. On a moins de 30 000 lignes de code. En fait, ça consomme moins de mémoire que Bash.
Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez intégrer dans une application avec, avec très peu de risques. Et ensuite, il gère donc tout ce qui est forking, etc. pour vous. Donc vous êtes, la gestion de la charge est transparente. Alors, le numéro 3. Là, je vais faire la même boucle, mais maintenant, je vais la faire sur la cible. Et cette fois-ci, je vais vérifier, donc c'est bien Pi2 sur laquelle je l'envoie. Voilà, donc là, en fait, j'ai envoyé une boucle qui maintenant s'exécute sur la cible. Et puis, j'ai demandé un autre truc juste derrière. Vous voyez, je demande le temps, l'heure qu'il est au premier pic, qui n'est pas du tout à l'heure d'ailleurs. Mais bon, ça c'est. Donc vous voyez, je fais un calcul en fait sur l'un et je fais une boucle sur l'autre à partir de ce petit programme. Donc j'ai ma boucle qui s'exécute ici et celui-là, je vais le lancer un paquet de fois. Voilà, donc là, j'ai demandé l'heure qu'il était plein de fois. Et donc maintenant, j'ai des boucles alors qui sont toutes plus ou moins synchrones, puisqu'elles attendent tout, vous voyez, elles attendent toutes à peu près 1 seconde et demie, donc elles vont avoir tendance à se caler les unes avec les autres. Et vous voyez que donc avec 100 trucs qui s'exécutent en même temps, je suis encore très très large. Je ne suis pas encore en train de consommer beaucoup de mémoire, je ne suis pas encore en train de faire grand-chose. Alors maintenant, on va s'attaquer au problème de la température, parce que c'est celui dont je parlais tout à l'heure. Et donc, là, sur la température, je vais rajouter sur mon capteur une façon de mesurer la température. Donc là, dans le cas du Raspberry Pi, il y a un senseur interne que je peux lire sous Linux. Et donc, je vais vous montrer, voilà à quoi ressemble un module d'extension. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont familiers avec des langages comme Lua ou autres. Je pense que quelques-uns ont dû utiliser ce genre de langage. Voilà. Donc quand vous faites une extension de Lua, il faut vraiment connaître les détails de la machine virtuelle Lua, comment ça marche, etc. C'est un petit peu compliqué de rajouter des mots dans le langage. Et donc là, vous avez la façon dont je connecte en fait un code C++ qui va lire, donc vous voyez sys, class, thermal, etc. Ça, c'est le fichier que je lis dans lequel se trouve la température en millième de degré. Et donc, je retourne la température multipliée par 1 millième. Et c'est simplement, donc en déclarant ce mot température, j'ai étendu mon langage et je peux automatiquement invoquer donc le. Je gère. Donc là, je vais faire une demande de température sur lequel du reste, je ne sais même plus. Voilà, donc là, il demande aux deux la température. Évidemment, effet des mots, ça ne marche plus. Tata. Bon, on va essayer la suivante. On va l'arrêter ici parce que je pense qu'il est juste en train de boucler dans ce truc ici. Voilà, donc là, en fait, il me demande la température aux deux l'un après l'autre. Donc, vous voyez, c'est très simple. En fait, j'utilise le fameux ask dont j'ai parlé tout à l'heure et j'exécute le code de température d'un côté et de l'autre. Ça devient plus intéressant si je fais, par exemple, un code qui va ici tester une variation de température. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que maintenant, c'est ce bout de code qui va décider exactement ce que l'application demande. Donc, je peux dire, par exemple, ici, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que la température change. Donc, je peux créer une variable locale qui va stocker la dernière température que j'ai récupérée, etc. Et je n'ai pas besoin de complexifier mon API pour ça. J'utilise toujours le même langage pour dire, ben voilà le calcul que je veux faire. Et donc là, si je demande du coup les variations de température, voilà, donc là il me dit, voilà, comme la température initiale était à 0, il a vu une variation de 40 degrés. Et puis ensuite, il voit des variations, en fait, et j'en déduis d'ailleurs, après avoir un peu testé ce truc-là, qu'apparemment le 0,538, c'est sa résolution, parce que c'est toujours par étape de 538. Voilà, donc ça, j'ai une variation, puis je vais faire maintenant quelque chose d'encore un peu plus compliqué.
C'est-à-dire que maintenant, je vais avoir une autre application qui, elle, a des besoins très différents. Et elle va vouloir faire des calculs de moyenne et de somme, etc. Donc pareil, je n'ai pas eu à mettre ça dans l'interface, c'est le langage qui s'en charge. Et donc un calcul de somme, c'est quelque chose, enfin de moyenne, c'est extrêmement facile. Donc là, il faut 5 secondes pour qu'il ait 5 mesures différentes. Et il me dit, voilà, au bout de 5 lectures, j'ai une moyenne qui attend, etc. Et là, c'est une moyenne depuis le début. Je pourrais aussi avoir une moyenne roulante. Enfin, je peux faire un peu ce que je veux. Et on va finir avec un exemple où j'envoie au pi numéro 2 une requête dans laquelle lui va demander une requête au pi numéro 1. Vous voyez, j'ai ici, en fait, ce calcul-là est fait sur le pi numéro 2, mais pour aller interroger le pi numéro 1. Et donc là, je vais pouvoir faire des différences de température entre les deux. Voilà, donc là, je peux faire une comparaison entre la température des deux Raspberry Pi en fonction de la charge que je mets dessus, etc. Et j'ai toujours 5 degrés d'écart entre les deux, c'est assez marrant. Il y a toujours à peu près 5 degrés de différence entre les deux modèles, je ne sais pas pourquoi. Apparemment, ils ont amélioré le refroidissement sur le dernier, où le cœur consomme un petit peu moins. Voilà, donc vous voyez que j'ai eu énormément de variations en fait, sur ce que je pouvais demander via une API qui est très simple. Je n'ai qu'un seul mot dans l'API, c'est température. Et toutes les autres variations applicatives, je les ai faites parce que j'ai un langage qui me permet d'interroger la cible exactement comme je veux, avec un coût qui est pratiquement nul. Donc à nouveau, on parle de 30 000 lignes de code C++, c'est vraiment tout petit. C'est un truc que vous pouvez intégrer dans votre application. Vous rajoutez à peu près 700 kilo-octets sur un Raspberry. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez intégrer très facilement. Alors le projet, en fait, a démarré il y a 3 mois. Le premier commit de cette version particulière de XL a commencé il y a 3 mois. C'est un langage qui est assez puissant. Vous pouvez faire, par exemple, des calculs de nombres complexes avec. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Mais qui est extrêmement dense et extrêmement compact. Et donc, j'aimerais vraiment que parmi vous, il y ait des gens qui me contactent, donc contact@taodine.com par exemple, si vous voulez soit l'utiliser, l'intégrer dans vos développements, soit contribuer, puisque c'est vraiment un langage tout neuf, il manque encore plein de fonctions, il y a encore plein de choses à faire. Donc, si vous voulez contribuer à un projet open source qui va complètement changer le monde, c'est le moment.